Votre invité à présent dans la grande interview sur Boursorama, c'est Samy Char, chef économiste de Lombard Odier. Bonjour Samy. Bonjour David, Ça va? très bien et vous? Bien. Bon, même de Suisse, vous regardez ce qui se passe en Chine, j'imagine, et on reparle de la crise Evergrande, petit rebondissement. On sait que le groupe est toujours a priori au bord du gouffre, mais Evergrande l'a annoncé cette nuit, va rembourser une toute petite partie de sa dette. C'est un soulagement temporaire pour vous, parce que certains disent le groupe est loin d'être tiré d'affaire, hein, quand on voit le montant total de sa dette, bien sûr. C'est un soulagement? Oui, je dirais, on est dans quelque chose d'attendu. Aujourd'hui, on est dans un processus de démolition contrôlée en ce qui concerne Evergrande. On sait que c'est une société qui va être restructurée. Qu'elle paye une échéance ou non, ça ne change pas grand-chose. La réalité, c'est que les autorités chinoises vont devoir rentrer et faire en sorte que les ramifications de cette histoire ne soient pas trop globales pour ne pas trop affecter l'économie chinoise. Mais c'est une société qui va être restructurée d'une manière ou d'une autre. Les échéances vont être étendues. Donc, on attend davantage de nouvelles de la part des autorités chinoises pour savoir comment cette opération va être débouclée. Ouais. Pour l'instant, elles gardent le silence. Les autorités, encore une fois, ne disent rien. Et je crois que ce que les marchés attendent, c'est ça, c'est de savoir quand et comment Pékin va voler à son secours, sachant que c'est une boîte privée, donc c'est compliqué pour le gouvernement, qui ne veut pas donner le Alors, sentiment de on sent sauver tout bien, le monde. effectivement, on sent bien que quelque part, la logique économique et la réalité financière veut qu'à un moment ou à un autre, les autorités chinoises vont mettre en place un mécanisme de restructuration ordonnée. Mais on sent bien que les autorités chinoises, politiquement, ont aussi envie de passer un message, des messages d'ailleurs que ces autorités s'évertuent à passer depuis le mois d'août, où très clairement, il y a une volonté d'aligner les intérêts entre la stratégie de long terme de Pékin sur la transformation économique, sur les inégalités de revenus, et le secteur privé qui est un peu excessif. Et donc, c'est un vrai coup de semonce de la part des autorités centrales qui, oui, vont peut-être rentrer pour éviter que Evergrande devienne un problème trop massif, mais il y a aussi une vraie volonté de donner un message très, très fort sur le secteur privé pour qu'il évite des excès en tout genre, que ce soit dans le secteur de la propriété, de Ouais. l'éducation ou de la technologie. Donc vous êtes, Samy, aligné un petit peu sur ce que disent Barclays, Bank of America, qui nous disent qu'il faut relativiser ce risque de contagion du défaut à venir d'Evergrande. L'OCDE, qui a carrément écarté hier le risque d'un scénario à la Lehman Brothers. Vous écoutez, vous aussi, hein, tout ça sera maîtrisé. Oui, c'est vrai qu'on a le sentiment quand même qu'il y a quelque chose de très clair qui est en train de se mettre en place entre la volonté politique d'envoyer un message fort, mais en même temps une réalité économique et financière. Et surtout, je dirais que la principale raison qui nous amène à être derrière ce consensus, c'est que quand même la marge de manœuvre monétaire et fiscale des autorités chinoises reste très très importante. Et donc évidemment, ce serait étonnant de ne pas les voir éviter l'accident financier et l'atterrissage brutal parce qu'il y a cette marge de manœuvre. Donc, à un moment ou à un autre, elle devrait être utilisée pour éviter de devoir finalement être pris de court plus tard. Donc on devrait, selon vous, éviter la faillite. Elle sera ordonnée, structurée, encadrée. Alors, on devrait éviter la faillite désordonnée et la ramification plus globale dans l'économie avec d'autres développeurs immobiliers, mais en réalité, il y a une faillite technique. Hein. On est dans la restructuration ordonnée, mais très clairement, les maturités vont être étendues, donc ça veut dire que les paiements d'intérêts ne vont pas avoir lieu au moment où ils étaient prévus. Donc on est dans une faillite, mais effectivement, c'est une restructuration de la dette, c'est une faillite ordonnée. Et pourquoi pour l'instant Pékin ne dit rien? Et après on passe à la Fed. Pourquoi Pékin, encore une fois, c'est silence radio côté du coup des autorités là, hein? Ben, je crois qu'ils veulent entrer, mais ils veulent entrer et discuter du mécanisme de restructuration le plus tard possible pour, quelque part, insuffler cette incertitude auprès des autres acteurs économiques chinois et qui C'est pas un comprennent jeu bien dangereux quand même que ça? c'est un jeu dangereux, mais peut-être nécessaire. Il y a certains excès quand même et certaines sociétés privées, pas uniquement dans le secteur du développement immobilier d'ailleurs, mais qui ont été un tout petit peu trop loin. Et je crois que Pékin a très très envie de signifier que c'est peut-être la fin de la récréation sur un certain nombre d'excès et que si Pékin rentre, ils ne rentreront pas sans condition et ils ne rentreront pas à chaque fois. Ils sont prêts à accepter une forme de douleur économique. Donc, je crois que le message est très clair, même si, in fine, ils vont finir par restructurer la société de manière ordonnée. Le message politique est quand même clair, pas à n'importe quel coût et pas pour tout le monde. Alors Samy, aujourd'hui c'est jour de Fed.
La Fed qui se réunit et qui devrait préciser a priori la manière dont elle compte réduire ses achats d'actifs au cours des prochains mois. On devrait enfin en savoir plus, à la fois sur le calendrier, le rythme, les montants, calendrier et montant des réductions d'actifs. On devrait en savoir plus aujourd'hui. Oui, chaque meeting maintenant est très important parce qu'effectivement, on s'approche du moment où il va y avoir des actions concrètes. Je ne crois pas qu'aujourd'hui sera l'annonce officielle du tapering, mais enfin, très clairement, l'horloge a sonné, hein, la cloche a sonné. Ça va se passer, c'est l'histoire de 2022. Je ne suis pas sûr qu'on connaîtra encore les détails aujourd'hui, c'est-à-dire le montant et la date de départ. Mais enfin, très clairement, la Réserve fédérale américaine et Jérôme Powell vont nous indiquer que l'économie a fait suffisamment de progrès pour imaginer qu'à un moment, les achats d'actifs Mais il ne l'a pas déjà soient dit, ça? réduits. Pardon, s'il ne communique pas sur le calendrier, le montant, ce que vous venez de dire là, il l'a déjà dit, non? Oui, c'est vrai. Et l'idée, c'est d'être Il consistant et va se de dire que répéter? voilà, mois après mois, on va d'autres progrès. Après, il y a des petites choses. Le rapport de l'emploi n'a pas été très bon. Le rapport de l'inflation ne presse pas forcément la Réserve fédérale à agir maintenant. Donc, on sent qu'ils peuvent encore gagner un mois avant de vraiment arrêter la décision. Mais il y a d'autres choses très importantes qui vont se passer ce soir. Les révisions des attentes de croissance et d'inflation, et aussi la mise à jour de ce qu'on appelle le dot plot, hein, ce fameux graphique de projection des taux. Donc, il n'y a pas que les achats d'actifs qui comptent pour la Réserve fédérale américaine, il y a aussi où est-ce qu'ils voient les hausses de taux et quand. Et ça va nous donner aussi d'autres indications importantes. La Fed va chercher, quand je vous écoute, à gagner du temps, encore une fois, parce que rien ne presse, selon vous, parce que le rapport de l'emploi qu'on a commenté ici n'était pas bon sur le mois d'août. C'est pas forcément facile. Le gouverneur de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, n'a pas toutes les cartes en main. Il s'avère que dans ce dot plot, hein, donc ce sont les projections des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine quand on hausse de taux. Il y en a 8 qui votent, et puis il y a tous les Fed régionaux, hein, les gouverneurs régionaux, qui eux donnent une indication de où est-ce qu'ils voient les taux, mais sans pour autant voter. Et donc on peut avoir une distorsion de message, en quelque sorte, entre ce qu'aimerait le conseil de gouvernance de la Fed et les Fed régionaux qui ne votent pas, mais qui peut-être voient les taux un peu plus hauts que ce que Jérôme Powell aimerait. Donc il va avoir un effort de communication assez difficile à faire pour lui ce soir. Donc il n'y a pas de mauvaise surprise, a priori, sauf ce décalage effectivement entre ce que pensent les gouverneurs régionaux qui ne votent pas et le Conseil des gouverneurs. Il n'y a pas de mauvaise surprise à attendre du côté de la Fed aujourd'hui? Alors ça va être très très serré puisque il suffit que 2 gouverneurs régionaux changent un peu d'avis et mettent une hausse de taux supplémentaire dans leurs attentes pour qu'une hausse de taux apparaisse en 2022 et une hausse de taux supplémentaire apparaisse en 2023. Donc on pourrait effectivement se réveiller demain matin avec, le pire des cas, une indication, même si elle vient des gouverneurs régionaux, que certains pensent à une hausse de taux en 2022, 3 hausses de taux en 2023, et surtout, il va y avoir l'ajout de 2024. Combien de hausses de taux est-ce qu'on va voir apparaître en 2024? Est-ce que ça va être 2? Et si c'est le cas, est-ce que les marchés sont préparés à ça, à avoir ces plus de hausses de taux prévues dès 2022 et en 2023 que ce qui était prévu avant? Probablement pas. Je pense que c'est là où vient le risque. Pas nécessairement dans l'annonce du tapering et de la réduction des achats d'actifs, parce que là, encore une fois, c'est très attendu, mais c'est dans le genre de communication autour de la hausse de taux. On pourrait avoir effectivement cette surprise que plutôt que d'avoir 2 hausses de taux en 2023 et pourquoi pas 2 en 2024, on en est beaucoup plus qui sont indiqués par ces projections. Évidemment que ce que pensent les directeurs régionaux, les gouverneurs régionaux, finalement, ce n'est pas ce qui se retrouve dans la décision finale. Le marché le sait, mais enfin, ça peut quand même être une indication que la Réserve fédérale américaine compte aller un peu plus vite et un peu plus fort que ce qui est aujourd'hui anticipé par les marchés. Donc, oui, ça peut être une source de surprise. Autre source de surprise, mais qui devrait bien se régler comme à chaque fois, même si ça crée de la tension, c'est le plafond de la dette américaine. En même temps, on a Janet Yellen ce week-end qui a mis un petit peu d'huile sur le feu en disant en menaçant une crise financière historique, ce sont ses mots, pour obtenir justement un relèvement de la dette, du plafond de la dette américaine. Vous en pensez quoi? Apparemment, le gouvernement américain pourrait théoriquement être à court de liquidité courant octobre. On l'a déjà vécu, alors ça. C'est effectivement quelque chose qu'on voit de manière assez régulière, et je crois qu'il ne faut pas sous-estimer la volonté des républicains d'obstruer l'augmentation du plafond de la dette et d'y aller facilement. Il y a des élections de mi-mandat dans 15 mois maintenant, et évidemment qu'une petite passe d'armes
sur la responsabilité fiscale est finalement assez bien vu du côté républicain. Donc c'est possible que les démocrates doivent y aller tout seuls, ce qui n'est pas facile. Ils ont des mécanismes pour relever le plafond de la dette sans l'aide des républicains, mais évidemment que ce serait plus élégant d'y aller de manière bipartisane. Et donc effectivement, dans les semaines qui viennent, on sent quand même que ce débat sur le plafond de la dette va être au centre un petit peu des nouvelles, et ça peut venir aussi perturber à court terme, on va dire, l'ambiance sur les marchés. Mais c'est vrai, il faut garder Ambiance qui a changé sur les marchés en cette rentrée, hein. On l'a quand même bien noté, hein. Oui, alors plus pour des raisons liées à la Chine et à Evergrande et à d'autres choses, moins pour des raisons fiscales américaines. Notre sentiment, c'est que si on doit prendre un petit peu de recul, à la fin de l'année, le plafond de la dette aura été relevé et on aura un plan de multi-trillions de dollars sur l'infrastructure américaine. Donc on a le sentiment que ça va se déboucler quand même avec plus d'investissements publics. Mais entre maintenant et le moment où tout cela sera réalisé, il va y avoir évidemment un processus politique compliqué et ardu. Donc pour vous, après le coup de semonce, c'est un coup de semonce, un coup de tabac quand même lundi sur les marchés, encore une fois. Personne, on en a parlé nous depuis 15 jours d'Evergrande, mais personne ne connaît ce promoteur immobilier. On voit des marchés boursiers dans le monde qui baissent de 2%, ce qui n'est pas rien. Est-ce que le rebond auquel on assiste depuis 48 heures, pour vous, il est fragile? Est-ce qu'on est en zone de turbulence là? Je n'ai pas le sentiment. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup à digérer par les marchés, un ralentissement chinois et une grosse pression sur le secteur de la propriété. Il y a la Réserve fédérale américaine qui, évidemment, est en train d'embrayer vers le retrait de ces mesures d'urgence. Tout ça, et puis évidemment l'incertitude sur le plafond de la dette et l'infrastructure. Tout ça est beaucoup pour le marché. On entre dans une nouvelle phase du cycle qui est un peu plus mature, avec des niveaux de croissance un peu plus normaux. Ça reste un environnement qui est très favorable aux bourses, mais évidemment avec une incertitude de court terme qu'il va falloir digérer. Après quand même une première moitié d'année ou 3 trimestres quand même très très fort. Donc l'environnement reste favorable pour vous, l'environnement malgré tout ce qu'on a dit, malgré le fait qu'il y a une décélération de la croissance mondiale, malgré l'épée Damoclès de ce qui se passe en Chine, malgré encore une fois le hiatus et la communication autour des hausses de taux, l'environnement pour vous reste favorable aux bourses malgré tout ça? Absolument, parce qu'on est encore dans un cycle économique qui mature, mais qui n'est pas mûr. Donc, on n'est pas encore à la fin du cycle, si vous voulez. En revanche, oui, on a passé la phase la plus agréable du cycle, qui est celle de l'accélération. Maintenant, on est dans quelque chose de beaucoup plus stationnaire, avec des banques centrales un peu moins présentes. Mais comme on le dit souvent, ce n'est pas la première hausse de taux de la Réserve fédérale américaine qui tue le cycle, c'est la dernière hausse de taux. Quand la Réserve fédérale américaine aura monté les taux plusieurs fois, il faudra commencer à être beaucoup plus méfiant, comme c'était le cas d'ailleurs en 2018-2019. Aujourd'hui, la Réserve fédérale américaine n'a pas encore monté les taux une seule fois. Donc c'est un tout petit peu tôt pour imaginer la fin du cycle. Voilà, merci en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Samy Char, donc chef économiste de Lombard Odier, invité à la grande interview sur Boursorama. Merci Samy, à bientôt. Merci.